vous parler un peu de la valeur juridique de l'avis d'IRB. On a vu qu'on est souvent sur des dimensions juridiques, éthiques, et que tout ça se mêle un peu. Pour autant, ce n'est pas forcément la même chose. Et ce sera l'objet de mon propos. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu les différentes instances, quels sont leurs rôles à chacune, dans la mesure où, en fait, vous avez compris que les IRB se sont un peu constitués de par les besoins de la communauté scientifique, et donc vous expliquer pourquoi ces besoins. Donc on a différentes instances, les IRB, les comités d'éthique de la recherche, les comités de protection des personnes, tout ça avec beaucoup de formulations assez diverses et des statuts tout aussi divers. Parmi toutes ces instances, le seul comité qui a effectivement une reconnaissance légale et qui a été instauré par la loi, c'est ce qui est appelé actuellement le comité de protection des personnes, donc antérieurement le CCPPRB. Et donc c'est le Code de la santé publique, dans le cadre de la loi qui fixe toutes les règles en matière de recherche biomédicale, qui est venu instaurer ce comité de protection des personnes. L'IRB n'est pas un CPP et n'a absolument pas vocation à s'y substituer. De toute façon, il n'en a pas le droit en France, tout simplement. Mais pour autant, certains CPP sont aussi des IRB. Donc ça peut être tout à fait complémentaire. Donc le CPP, sans rentrer dans le détail, comme il est fixé par le droit français, toutes ses modalités d'organisation, de composition, ses attributions, les délais, la façon dans laquelle il doit rendre ses avis, tout ça c'est fixé par les textes français. Très schématiquement, donc, il est agréé par le ministère de la Santé, les membres sont nommés par l'Agence régionale de la santé, et chose très particulière qui le distingue vraiment des autres comités de la recherche, il bénéficie de la personnalité juridique autonome de droit public, c'est-à-dire qu'il est engagé juridiquement en tant que tel, en tant que comité. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du CEI, puisque Christine Dosquier vous a indiqué que clairement, ça engageait la responsabilité de l'INSERM en tant qu'institution et non pas que du comité qui n'a pas d'existence propre et autonome. Donc les attributions du CPP, elles sont fixées par la loi de façon limitative. On en a 4. Donc la première, c'est l'avis préalable à la réalisation d'une recherche biomédicale en France. Alors, recherche biomédicale au sens de recherche interventionnelle de type essais médicaments, essais produits de santé ou en dehors des produits de santé, mais qui nécessite vraiment une intervention sur l'être humain. Le second cas, c'est l'avis préalable à la réalisation d'une recherche visant à évaluer les soins courants. Le titre n'est pas hyper parlant, pour autant ce sont effectivement des recherches interventionnelles, quoi qu'on parle de soins courants, mais on compare des choses, on peut avoir une randomisation entre les patients, donc il y a une intervention. Le troisième cas, c'est pour la constitution de collections biologiques humains. Et le dernier, ça porte aussi sur les échantillons biologiques, c'est quand on veut changer la destination d'échantillons qui ont déjà été recueillis, qui ont par exemple été recueillis dans le cadre du soin et qu'on veut en faire une utilisation à des fins de recherche. Donc ça, c'est vraiment les 4 cas de figure dans lesquels le comité de protection des personnes en France est le seul à avoir juridiquement le droit de statuer et le seul qui peut s'engager sur ces questions-là. En dehors de ces cas de figure, il n'y a aucune obligation de passer par un comité de protection des personnes. Ce qui a pour effet que certains CPP refusent, en règle générale tout simplement pour des raisons de temps, parce qu'ils sont aussi assez embolisés. Certains le font quand même, d'autres ne le font pas. Et c'est justement le fait qu'il n'y ait pas d'obligation en dehors de ces 4 cas de figure qui ne représentent absolument pas de façon exhaustive les projets de recherche qui peuvent émaner de la communauté scientifique, que les comités d'éthique, indépendamment des CPP, se mettent en place. Donc je vais aller très vite sur ce point-là, puisque ça a déjà été dit plusieurs fois, mais donc cet avis de comité d'éthique peut être soit nécessaire, soit indispensable dans un certain nombre de cas,
pour les revues en vue de publication, pour le financement de certains projets, alors notamment les projets financés par le NIH ou par des financements européens, et puis pour certaines instances étrangères aussi qui vont se prononcer sur la partie qui se déroule dans leur pays, mais qui disent toujours notre avis ne vaut que pour le pays sur lequel nous sommes compétents, et pour tous les autres pays impliqués, vous avez besoin d'avoir un avis. Donc on constate qu'il y a très clairement un besoin, alors j'ai mis le contrôle entre guillemets parce que j'aime pas beaucoup cette notion, mais pour autant on est quand même un petit peu là-dessus, donc d'aspects éthiques qui ne sont pas couverts par les obligations françaises, et donc on distingue principalement deux outils, les comités éthiques de la recherche et les IRB. L'IRB étant une catégorie de comités éthiques de la recherche, mais qui bénéficie en fait d'une habilitation qui est délivrée par les autorités américaines. Donc Christine vous a expliqué ça rapidement. À l'origine, ça a vraiment été créé à la demande des autorités nationales américaines pour les projets qu'ils finançaient, pour s'assurer justement des respects éthiques dans un contexte que Philippe Amiel vous a également présenté. Par extension, la valeur de cet avis d'IRB, elle est vraiment devenue indéniable au niveau national et international, et c'est devenu une référence. Ce statut suppose de respecter un certain nombre d'exigences pour les membres en termes de pluralité, de compétences, d'expertise, de liens d'intérêt également. Et cependant, il est déclaratif et ne bénéficie d'aucune reconnaissance légale en France. Christine Dosquier, en tant que présidente du comité, a rempli un certain nombre de champs, s'est engagée en tant que présidente à ce que le comité respecte ce fonctionnement, mais c'est purement déclaratif. Donc l'avis d'un IRB n'est effectivement pas un outil juridique dans la mesure où il n'est pas exigé par la réglementation et qu'il ne répond pas à des obligations légales ou réglementaires en France. Pour autant, c'est indéniablement une vraie garantie reconnue quant à la validité éthique des projets qui bénéficient de cet avis. Et comme vous l'indiquez Christine Dosquier, le respect des conditions juridiques et de l'obtention des différentes autorisations fait partie de l'instruction des projets par le comité. Donc ce n'est certes pas un outil juridique en tant que tel, mais il contribue quand même à faire respecter les normes juridiques applicables. Et sans être un outil juridique, c'est très clairement devenu une norme qui s'impose, mais de par la pratique et non pas de par les textes. Donc ce besoin de comité d'éthique, donc les missions sont complètement différentes et complémentaires de celles de CPP, il est là, il est indéniable, on en a besoin. Comme il n'y a rien d'autre, c'est la réglementation nord-américaine qui est devenue cette norme internationale, et c'est là où je soumets quelques interrogations. Est-ce qu'on ne peut pas quand même un peu regretter qu'au niveau européen, on n'ait pas nous aussi décliné un équivalent d'IRB qui serait par exemple, je ne sais pas, le Conseil de l'Europe via sa direction de bioéthique. On a un certain nombre d'instances qui pourraient peut-être s'emparer de ce sujet. Après, est-ce qu'il est pertinent de faire quelque chose en parallèle de cette reconnaissance qui a été mise en place par les États-Unis qui finalement fonctionne ? Peut-être, peut-être pas, mais il est quand même curieux que quand la Commission européenne finance des projets, la validité éthique passe quelque part par une reconnaissance qui émane d'un organisme américain. Et puis, est-ce que c'est satisfaisant le fait que ce soit un modèle uniquement déclaratif et qui ne soit pas vraiment juridiquement contraignant ? Là, toute bonne juriste que je suis aurait quand même tendance à dire que faut peut-être pas mettre trop de normes partout, de normes juridiquement contraignantes partout, et l'éthique a peut-être pas vocation. Justement, on dit toujours que l'éthique commence là où le droit s'arrête. Je pense aussi que c'est très vrai et que c'est la communauté scientifique qui s'est quand même emparée de ces questions, qui a un principe d'autorégulation qui fonctionne plutôt bien, et il n'est peut-être pas nécessaire d'essayer de faire quelque chose de plus contraignant, d'autant que si on voulait que ce soit pertinent, il faudrait que ce soit à minima européen, idéalement international, et que là, ça devient quand même peu réaliste d'envisager ça. Donc on a quand même un système d'autorégulation qui fonctionne plutôt bien, qui peut peut-être
être amélioré à l'échelle communautaire et que les pouvoirs publics européens s'en saisissent. Mais je ne suis pas convaincue qu'il faille aller plus loin, mais je laisse la réflexion bien sûr ouverte.